Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai le très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Rachid Hachichi. Est-ce que je Bonjour l'ai prononcé Pierrot. juste? Non, c'est Achachi, mais c'est pas grave. Hachichi. Ah, je me disais parce que j'avais travaillé avec un homonyme, quasi homonyme donc maintenant, Mhm. qui travaillait à la Sonatrach en Algérie, mais ça se prononce. Il y avait déjà un H, je me souviens, et donc pardon pour l'erreur de prononciation. Donc voilà, l'homonyme est rentré dans D'accord. ma tête, mais c'était en Algérie, c'était Mhm. un ingénieur à la Sonatrach qui achetait le logiciel, comme on disait en off. Tu es au Maroc, Tout à fait. mais tu as aussi des origines russes par ta maman. Tout à fait. Et c'est pour ça que tu es légitime pour avoir écrit un livre, ce dont on va parler aujourd'hui, Comprendre la Russie, un livre sorti il y a 1 an et demi chez Contre-Culture, un livre court, mais extraordinairement utile et intéressant pour que tout un chacun puisse comprendre justement ce qu'est la Russie, quelle est son histoire, quelle est son âme profonde, et se désintoxiquer de toute cette propagande que les médias font depuis quelques années, et je dirais même depuis 2 siècles, voire plus. Qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours, puisque tu es né à Leningrad, une ville qui n'existe plus, mais qui t'a amené à écrire ce livre? Bah, déjà, je suis né à Leningrad, que je n'aime pas beaucoup. Je préfère Moscou, parce que je trouve que Moscou est beaucoup plus slave et beaucoup plus russe Mhm. que Saint-Pétersbourg, qui est occidental. Mais ce qui m'a amené, c'est l'éducation de ma mère. Comme je t'ai dit que j'ai perdu un an au beau milieu de la rédaction du livre. Parce que dès petit, elle m'a éduqué à aimer la Russie. Et comme je l'ai déjà dit dans un autre entretien, elle me réveillait à 6 heures du matin le 9 mai pour voir le défilé à Moscou. Donc, au début, c'était une Pareil. obligation, mais j'ai appris à l'aimer. Et voilà. Et puis, elle m'a initié à la littérature russe également. Donc, Dostoïevski, Tolstoï, etc. Et donc j'ai acquis l'âme russe de par ma mère. Et puis une fois grand, une fois que j'ai commencé à m'intéresser à la géopolitique, j'ai vu qu'il y avait une mécompréhension de la Russie autant de la part de ceux qui la détestent et qui la combattent que de ceux qui la défendent. Parce qu'il y en a qui la défendent mal, qui la fantasment, qui hypertrophient certains traits de l'âme russe jusqu'à la caricature même. Et donc, c'est pour sortir la Russie de cette image d'Épinal ou de cette image d'horreur des russophobes que j'étais enthousiaste dans l'écriture de ce livre-là, afin de faire ce que j'appelle une archéologie de l'âme russe, de remonter aux strates les plus profondes et pour montrer que dans l'imaginaire russe actuel, il y a de manière synchronique plusieurs strates en profondeur qui continuent de communiquer. Il y a la dimension slave, la dimension orthodoxe byzantine, orientale, la dimension mongole avec cette verticalité, ce côté un peu tyrannique. Il y a également la dimension occidentale qu'il ne faut pas nier. Il y a toujours eu une tentation de l'Occident dans l'histoire de la Russie. Et comment ces différents facteurs, ce que j'appelle des tropismes, travaillent ensemble pour expliquer la Russie telle qu'elle est et pas telle qu'on aimerait qu'elle soit ou telle qu'on croit qu'elle est. Oui, pour les gens qui ont eu la chance de visiter ce pays, Euh, effectivement, si Saint-Pétersbourg, anciennement Leningrad, Pétrograd avant encore, Mhm. est une ville qui se veut de sa conception occidentale, baltique, européenne, c'est presque scandinave, euh, bien sûr, ça a évolué avec le temps, mais la Russie est un continent en soi. C'est un pays qui, déjà géographiquement, évidemment, c'est immense, mais et la plupart des gens qui visitent ne vont généralement qu'à Saint-Pétersbourg ou Moscou. Mais même Mhm. quand on va plus loin, moi, je ne connais que très peu. J'étais en Altaï, dans le Caucase, dans quelques endroits, mais clairement, c'est aussi un peuple, des peuples qui peuvent être déroutants, parfois froids, parfois extrêmement chaleureux, un peu comme au Maghreb. Ils ont cette chaleur Mhm. moyen-orientale ou orientale aussi. Au Machrek aussi, on a ça. Bref, c'est un pays déroutant et donc on ne se retrouve pas. Alors, l'Europe, ça va du Portugal à la Suède, c'est pas la même chose, de la Mhm. Sicile et même je dirais de la Tunisie, si on veut, à l'Écosse, si je prends les Mhm. deux axes.
parce que je pense il y a beaucoup d'Europe péninsulaire. Bref, le terme à ce moment-là ne vaut plus rien dire, mais Mhm. la Méditerranée, à mon avis, fait partie de l'Europe, d'une certaine manière, pas toute peut-être, mais bon, il y a des nuances, un spectre qui Mhm. se fait. Et bref, quand on arrive en Russie, on se rend compte que c'est pas la France, c'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Angleterre du tout, c'est pas l'Italie, bien que je trouve que les Italiens et les Russes, on s'entend bien. Mais enfin, il y a Ouais. parce qu'on a le côté roublard en commun. Et en fait, c'est déroutant et c'est un continent en soi, c'est un monde en soi. Et j'ai Mhm. trouvé que ça, c'était bien résumé, expliqué dans ton livre. Tout à fait, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui permettent d'expliquer les différences de fond entre les deux blocs civilisationnels, on va les appeler comme ça, même s'il y a des traits communs. Euh, Déjà, comment dire, il y a une différence de trajectoire. C'est que les Mongols ont été une rupture dans la trajectoire de la Rousse de Kiev, qui partageait des choses en commun avec l'Orient, le tropisme byzantin, mais qui partageait également quelques éléments avec le monde occidental. Et peut-être sans l'invasion mongole, la Russie aurait été une nation européenne avec quelques traits orientaux, et avec une religion orthodoxe, peut-être même avec un peu de catholique. Mais les Mongols ont arraché la Russie à l'histoire de l'Europe par le protectorat et le joug qu'ils ont imposé aux Russes. Ils leur ont interdit de commercer avec le reste du monde. Ils ont détruit tout le patrimoine culturel et civilisationnel de la Rousse, à tel point qu'ils ont même pillé le capital humain de la Rousse, c'est-à-dire tous les artisans, tous les gens qui maîtrisaient un métier ont été pris de la Rousse de Kiev et emmenés à Saraï, qui était la capitale de la Horde d'Or. Et donc la Russie a connu, enfin la Rousse a connu 3 siècles de retard par rapport au monde occidental à tel point que même la construction en pierre a disparu dans la Rousse de Kiev. Il faudra attendre le 15e siècle pour que les Russes se remettent à construire en pierre, notamment le Kremlin à Moscou, etc. Mhm. Et donc, durant ces 3 siècles de domination mongole, les Russes se sont retrouvés piégés dans un monde asiatique qu'ils n'ont pas choisi et qu'ils ont dû assimiler et intégrer. Au lieu de subir, ils ont choisi de l'intégrer. Et donc, la verticalité politique, ils l'ont acquis auprès des Mongols, la logique de longue durée, c'est-à-dire cette volonté de longue durée, comme on l'appelle en russe, ils l'ont acquis auprès des Mongols. Et au moment de la fin du joug mongol, les différences étaient tellement profondes entre l'Europe catholique avec sa trajectoire et avec la Rousse et sa trajectoire, qu'effectivement, aujourd'hui, on voit encore ces différences fondamentales entre les deux, dans la manière de penser l'État, dans la manière de penser la guerre, dans la manière de penser la vie et la mort, d'où le fait qu'on parle d'un certain nihilisme russe. Donc effectivement, la dimension mongole a été centrale. Mais naturellement, il n'y a pas que ça. Il y a l'orthodoxie qui est également structurée, l'imaginaire russe, avec un tropisme particulier, avec un messianisme particulier, avec une vision du monde particulière. La Russie a choisi volontairement d'incarner la mission du Catéchon, de celui qui retarde la venue de l'Antéchrist. Et donc, on a effectivement une pluralité de facteurs historiques principalement qui ont fait la différence. Après, plus profondément, il y a la dimension ethnique, la composante slave, qui a été relativement préservée du côté russe et beaucoup moins du côté polonais, tchèque ou slovaque, etc. Pourquoi? Parce que les Slaves de l'Ouest, en choisissant la catholicité, se sont légèrement déracinés de leur dimension slave, là où les Russes l'ont mieux protégé par l'orthodoxie. Et donc, si on devait trouver un peuple slave comme les Russes qui a préservé cette slavéité, ça serait plutôt les Serbes. Et d'ailleurs, il y a des Mhm. traits communs entre les Serbes et les Russes qui sont fondamentaux. Donc voilà, rapidement, après on peut entrer dans le détail, mais voilà, il y a des strates. On ne peut pas donner une réponse claire. À chaque étage, il y a des facteurs de divergence et des facteurs de convergence avec l'Europe. Mais Oui, d'ailleurs, d'ailleurs, ça me oui, permet juste de rappeler rapidement que quand les gens entendent parler des Slaves, ils croient qu'on parle d'une ethnie marginale à la périphérie de l'Europe. C'est la première ethnie d'Europe. bien sûr. C'est 300 millions d'individus. Si on compte les Polonais, les Russes, les Biélorusses, les Ukrainiens, les Serbes, les Tchèques, les Slovènes, c'est 300 millions d'individus, d'Européens. Et ça, c'est malgré les efforts des Allemands Tout à de fait. réduire ce nombre. Alors, Et justement, des Américains aujourd'hui. et les Américains aujourd'hui, oui, Mhm. Americano et plus s'y entendent. Tout à fait. Justement, l'histoire, et tu le décris très très bien dans ce livre, et je rappelle que pour ceux qui sont intéressés, et je vous encourage à l'acheter et le lire, le lien est dans le descriptif, juste là, dessous de la Mhm. vidéo. Le sens de l'histoire est très fort, tu l'expliques dans ton livre, et il est très fort, et c'est vrai que
euh, je ne connais pas d'autres pays dans cette partie du monde. En Asie, c'est sûrement vrai. En Israël, c'est vrai aussi. Où lorsque l'on va à un endroit, les gens disent, ah oui, bah, c'est ici où les Suédois sont venus. Et pour eux, c'était hier où l'invasion suédoise a dû être repoussée. Et puis c'était hier matin ou hier soir où c'était l'invasion française, qui voit d'un air extrêmement bienveillant, d'ailleurs peut-être parce qu'ils ont gagné. Et même l'invasion allemande aujourd'hui, malgré sa brutalité et et ses morts immenses, ces 26 millions de morts, aujourd'hui, chez les Russes, est vu comme non pas ils n'ont pas de cruauté ou de méchanceté envers le peuple allemand. C'est étonnant ça. Ça fait une différence avec les Israéliens quand ils parlent de la Perse. Pour eux, c'est hier matin, hein, la Perse. Hmm. Bref, les Russes ont ce sens de l'histoire en eux au quotidien, alors que nous, enfin, en Occident, si on parle de Marignan ou de je ne sais quelle période des différents pays européens, c'est hier, c'est longtemps, même la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, quand je parle aux jeunes, c'est un truc qui se passait au Moyen Âge pour eux. Ils en ont rien à foutre. Je veux dire, les Hmm. nazis, les fascistes, tout ça. Ouais, c'est des concepts politiques, d'ailleurs qu'ils usurpent souvent, mais c'est loin, c'est très très loin. Alors que chez les Russes, même l'invasion suédoise, j'étais étonné. Les gens disent, ah oui, les Suédois sont arrivés ici, vers Poltava, c'est un peu au Poltava, nord tout de... à fait. Et je dis, mais voilà, je suis étonné que vous connaissiez ça. Ou dans le Caucase, je disais, ah, c'est ici où il y a eu la résistance de tel peuple. C'était des grands combattants, mais nous avons réussi à les subjuguer. Mais on a beaucoup de respect pour ces combattants islamiques du Caucase, etc. J'étais très étonné que ce soit encore présent. Est-ce qu'il y a une Hmm. raison à ça? Bah, il y a plusieurs raisons. L'une des premières, c'est que la Russie est née dans la douleur et elle a, durant toute son histoire, vécu dans la douleur. Donc la guerre est un facteur omniprésent dans l'histoire de la Russie et c'est toujours des guerres subies par la Russie et rarement menées par la Russie. La seule parenthèse impérialiste de l'histoire de la Russie lui est venue d'Occident. C'est avec Pierre Ier, Pierre le Grand, qui va moderniser, occidentaliser la Russie. Et c'est peut-être la première fois que les Russes vont se projeter en dehors de leur territoire civilisationnel. Mais durant toute l'histoire de la Rousse jusqu'à l'avènement des Romanov, toutes les guerres menées par le Russie, c'était juste pour rassembler les terres russes. Donc la guerre n'avait de sens que pour récupérer ce qui leur appartient, mais jamais pour aller envahir d'autres peuples. Ça, c'est venu très tardivement. Et donc la guerre faisant partie de leur histoire, il y a une mémoire qui s'est constituée pour garder vivant ces dimensions alertes, ce sentiment d'urgence par rapport à l'éventualité d'une nouvelle invasion étrangère. Et donc il ne faut pas oublier tout ce qu'a vécu la Russe pour être toujours mobilisé par rapport à une invasion étrangère. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, la Russie continue à se vivre comme étant encerclée, comme étant assiégée, comme étant menacée, et on fait toujours les parallèles. C'est pas la première fois qu'on est assiégé. Aujourd'hui, c'est par l'OTAN. Hier, on a été envahi par Napoléon. Avant Napoléon, par les Suédois. Et puis avant, par les Mongols. Et donc, au fait, le traumatisme des précédentes invasions, et principalement l'invasion mongole, a fait que le fait de maintenir vivant la mémoire et l'histoire est un impératif de survie pour les Russes. Il ne faut jamais oublier le fait que l'on est toujours envahi et qu'on peut être à nouveau envahi. Ajoutons à cela la parenthèse soviétique, avec l'école soviétique, avec l'académie soviétique, où l'enseignement de l'histoire était de qualité. C'est-à-dire Hmm. aujourd'hui, quand on voit les jeunes Russes ou leurs parents, c'est des gens qui ont été formés principalement par l'école soviétique ou par inertie dans la continuité de l'école soviétique. Et donc la tradition historique, elle est ancrée. Il y a des musées partout. Quand les enfants, les petits-enfants russes font des tournées, des visites dans les musées, on leur apprend toutes les histoires. On leur dit, là, il y avait la bataille de Poltava, là, la bataille de Narva, là, même quand ils n'y vont pas, dans les manuels et dans les musées. Moscou, il y a des dizaines et des dizaines de musées d'histoire, de petits, de grands, etc. Et tu as fait le parallèle avec Israël, c'est un cas particulier, ils n'ont pas la profondeur historique de la Russie, etc. Mais c'est pareil, quand on est un peuple qui vit dans la peur d'être envahi, bah, naturellement l'histoire devient un instrument de survie, et il faut la maintenir en vie, et ne jamais oublier. Et elle devient très contemporaine. C'est pas un événement ancien, parce qu'il peut se répéter à n'importe quel moment. Et donc quand les Russes voient l'OTAN aujourd'hui, en fait, ils voient les Mongols. Il voit le roi de Suède, il voit tous ceux qui ont précédé l'OTAN et qui ont voulu faire la même chose que l'OTAN. Ça, c'est omniprésent dans l'imaginaire russe. Il y a... Alors Oui, pardon, l'Europe, parfait, je quand t'en même, prie. il faut comprendre pourquoi l'Europe n'a pas ce phénomène-là, notamment la jeunesse européenne. Parce que l'Europe a vécu plusieurs siècles d'hégémonie
qui fait que ce sont les autres peuples qui ont eu à subir l'hégémonie occidentale. Ouais. Et donc, il y a eu quand même quelques siècles où ils se sont fait la guerre entre eux, enfin, la guerre de 30 ans, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, etc. Mais c'est pas vécu de la même manière. C'est l'hégémonie occidentale qui fait qu'on n'a pas besoin d'entretenir cette mémoire-là. Alors d'ailleurs, petite question hors sujet, mais puisque tu habites au Maroc, le Maroc, c'est un des rares pays qui n'a pas été conquis par les puissances européennes, d'ailleurs. Il a été mis sous protectorat, mais il n'a pas réellement été conquis. Il y a eu des combats importants. Il y a eu des tentatives, surtout espagnoles et un peu portugaises, je crois, de conquérir Oui, le royaume du Maroc, qui est un des, que je rappelle, c'est le ou le deuxième plus vieux royaume au monde avec le Japon avec le et Japon, la... effectivement. Donc c'est un pays que moi j'adore. Bon, bref, et qui a une histoire incroyable. Moi, je la fais remonter à l'Atlantide, mais bon. Bref, mais ça c'est très très hors sujet. Et donc, est-ce qu'au Maroc, on a ce sentiment de l'histoire aussi ou moins? Non, beaucoup moins. C'est pas la même trajectoire. C'est que, D'accord, alors quand on parle par exemple des Portugais, les Portugais, ils ont occupé principalement le littoral. Donc c'était quelques villes pour le commerce et pour contrôler les voies maritimes. Et la seule fois où les Portugais ont tenté d'envahir le Maroc, l'Empire du Portugal a disparu à la bataille des Trois Rois. c'est vrai. Voilà, donc les gens peuvent aller vérifier sur Wikipédia, C'est vrai, non, etc. c'est vrai, ils se sont fait latter Voilà. grave. Voilà. Donc globalement, le Maroc n'a jamais été envahi, comme tu l'as dit, et donc il n'a jamais vécu le traumatisme de l'invasion et de fait d'être soumis, d'être humilié, d'être, etc. Il a nécessité de survivre à ces schémas d'humiliation, ou bien de les vaincre. Et la seule fois où effectivement ça a eu lieu, c'est avec le protectorat français, qui a été brutal dans la première phase, mais qui, grâce au maréchal Lyautey, a été beaucoup plus soft qu'en Algérie. Bien sûr. Lyautey était un monarchiste, et il a vécu son fantasme monarchiste qui ne pouvait plus vivre en France, il l'a vécu au Maroc, en Très disant bien. qu'il fallait entretenir et maintenir la monarchie marocaine. Mhm. Donc non, au Maroc, il n'y a pas ce phénomène-là, parce que ça a été ponctuel, c'est juste le Intéressant, protectorat. Donc intéressant. ça, il faut le chercher chez les peuples qui ont été envahis à plusieurs reprises ou dont on a tenté, ou on a tenté de les envahir à plusieurs reprises. C'est pas le cas du Maroc. Le Maroc, globalement, est sorti vainqueur de toutes les tentatives, notamment les Portugais. La France, c'est relativement récent et ça n'a pas été aussi violent qu'en Algérie. Non, puis ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Et alors, si je fais un saut de l'autre côté du monde, dans un pays qui a, lui, aussi une très très bonne mémoire historique, qui est la Chine, euh, la Chine a Oui. été, en fait, la limite en Orient de l'expansion russe, Mhm. puisque la Russie est arrivée jusqu'à Port Arthur, Mukden, Oui. et a fini par être arrêtée par le Japon. Mais voilà, elle est arrivée à ses limites. En Orient et cette conquête de la Russie qui tranche avec le fait d'avoir été conquise à de Mhm. nombreuses reprises, est-ce que c'est une impulsion finalement occidentale ou c'est la recherche de ces frontières naturelles comme on disait dans le temps? Alors, si on parle de la Sibérie, qui est la porte vers l'Asie, la conquête de la Sibérie a commencé bien avant l'occidentalisation. Ça a commencé déjà à l'époque d'Alexis Ier. Mais elle répondait à d'autres impératifs. La finalité n'était pas d'envahir, mais c'était d'éloigner le plus possible la menace nomade du cœur de la Rousse, afin de ne plus avoir à revivre une invasion nomade. Ça, c'est le traumatisme mongol. Et il faut comprendre qu'à l'époque d'Alexis Ier, du côté de l'extrême-orient de l'actuelle Russie, il y avait encore d'importantes peuplades nomades capables de poser d'énormes problèmes à la Rousse. Et donc, la finalité était de repousser au plus loin la frontière afin de créer une forme, pas de Lebensraum, mais de profondeur stratégique vis-à-vis des peuplades nomades du monde turco-mongol. Et donc, c'était les Cosaques qui ont été chargés de se projeter au niveau de la Sibérie au début. Et globalement, pendant quelques milliers de kilomètres, ils étaient confrontés juste à de petites peuplades finno-ougriennes, incapables d'opposer une quelconque résistance, jusqu'à atteindre l'actuelle Mandchourie, où là, effectivement, les Russes se sont mis à combattre des peuplades nomades capables de se défendre. Et le relais a été repris après Pierre le Grand et avec Catherine la Grande, etc., jusqu'à atteindre la Chine. Mais là, on est entré dans la phase occidentale d'hégémonie, de commerce, d'accès aux mers chaudes, le fait d'accéder au Pacifique, etc. Mais l'impulsion première était juste d'avoir une profondeur stratégique et d'éloigner la menace nomade. Mais après, effectivement, c'est devenu impérialiste à partir Alors de Pierre Ier. justement, dans cette course vers les mers chaudes, qui est
la recherche du commerce tout à fait. qui va vers le sud et où la Russie s'est quand même pas mal brisé les dents, d'abord pas mal longtemps dans le Caucase et le Transcaucase. Mhm. C'est peut-être pour ça qu'elle ne veut pas aller retourner en Géorgie, au Turkménistan, enfin en Azerbaïdjan, et puis Ouais, de l'autre côté de la Caspienne, Turkménistan. Elle s'est aussi beaucoup cassé les dents en Afghanistan. Et là, il y a eu une grosse collision, c'est ce qu'on appelait le grand jeu hein, à l'époque, une grande collision avec peut-être le pire ennemi de l'Angleterre. Et non, ce n'est pas l'Allemagne nazie, c'est L'Empire britannique. l'Empire britannique. Et là, l'Empire britannique, 2 siècles après, est toujours Mhm. visiblement aux commandes. On a l'impression que l'Angleterre ou le Royaume-Uni aujourd'hui, c'est un pays un peu du tiers-monde qui n'a plus de puissance, qui n'est plus capable d'avoir un armement qui fonctionne, elle a plus de flotte. Enfin, ce n'est même pas l'ombre de de l'empire qu'il a été. C'est comme dit notre ami Aldostérone, c'est l'empire où le soleil ne se lève jamais. C'est devenu l'empire où le soleil ne se lève jamais. Et pourtant, il est toujours à la manœuvre et même contre, en tout cas, l'apparente retrait des États-Unis de ces conflits, notamment en Ukraine récemment, mais il est à la manœuvre par ses services secrets, par ses forces spéciales, par le renseignement, à la fois en Ukraine, dans des attaques sur le territoire russe, dans le Caucase, on oublie souvent le théâtre du Caucase, dans la Baltique. D'où vient cette haine vraiment profonde des élites britanniques de la Russie, envers la Russie? Ah, tu as parfaitement raison d'évoquer l'hostilité maladive de l'Angleterre contre la Russie. D'ailleurs, en Ukraine, effectivement, Zelensky, il paraît qu'il est protégé également par des Britanniques, par des forces spéciales britanniques. Les renseignements britanniques sont extrêmement actifs, et même technologiquement. Alors, même s'ils n'ont plus d'armée, l'armée britannique, c'est 50 000 hommes. C'est à peine un tiers de ce que les Russes mettent dans Pakrovsk ou dans une petite ville ukrainienne. Mais ils ont encore quand même quelques technologies, le Storm Shadow, les drones navals, etc., et les renseignements, qui sont ultra performants, autant en Ukraine qu'au Moyen-Orient, au Proche-Orient, etc. Alors d'où est-ce que ça vient? Alors, on peut remonter à Carl Schmitt avec l'idée de terre et mer, dans la perspective où, du point de vue britannique, la Russie a été, durant le grand jeu géopolitique, un ennemi existentiel. C'est un peu Carthage et Rome. L'idée de Carthago d'Elenda Est, c'est voilà, la Russie doit être détruite parce que de par sa dimension, de par le potentiel qu'elle possède et de par sa capacité à intégrer l'Eurasie, elle doit disparaître. C'est un pays trop grand, d'ailleurs même Lech Walesa l'avait dit, que la Russie est trop grande. Il faut réduire sa taille. La Russie doit être maximum 40 millions d'habitants. Je crois qu'il a dit 40 ou 60 millions d'habitants. Là, c'est la vision britannique. C'est-à-dire, les Britanniques continuent de rêver d'une restauration impériale. Pas au sens historique du terme, mais sous une autre forme. Et la Russie, pour eux, est une menace existentielle. L'Europe occidentale sans la Russie n'est pas un problème pour les Britanniques. Si on prend chaque pays séparément, la France, l'Allemagne, l'Espagne, ce n'est pas un problème pour les Britanniques. La Russie est un problème pour les Britanniques. Et la désintégration de la Russie, qui n'est pas voulue par les Américains, car les Américains n'ont pas envie de gérer un casse-tête avec une quarantaine de pays qui ont des armes nucléaires. Vous imaginez 40 Kadyrov, où chaque Kadyrov aura un arsenal nucléaire. Ça, les Américains n'en veulent pas. Les Britanniques le veulent. Les Britanniques travaillent activement à l'éclatement de la Russie. Et la rivalité première, effectivement, c'était l'accès à l'océan Indien et le joyau de la couronne britannique, qui était l'Inde. Et donc, ça s'est cristallisé au niveau de l'actuel Afghanistan, à l'époque, au 19e, où tout le monde s'est cassé les dents. Tu as dit que les Russes se sont cassés les dents. Tout le monde, les Britanniques, Le cimetière des empires. Ah oui, là, c'est la totale. Mais aujourd'hui, c'est au niveau du centre de gravité du monde russe, c'est-à-dire l'Ukraine. D'ailleurs, Brzezinski l'avait écrit dans Le Grand Échiquier. Il disait que si on arrivait à arracher l'Ukraine à la Russie, le centre de gravité de la Russie va se déplacer vers l'Asie, c'est-à-dire vers le monde arriéré du point de vue de Brzezinski. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a cette hostilité qui est existentielle. C'est la Russie, de par sa taille, pose problème à l'élite britannique, qui la voit comme étant une menace existentielle, davantage que du côté de l'élite américaine. Sauf une certaine élite américaine qui partage l'hostilité britannique, comme Lindsey Graham, Ouais. le sénateur américain, Ils sont américains d'origine ashkénaze. Donc d'origine forcément, ashkénaze. dans cette mémoire longue, eux, ils ont la mémoire des Cosaques qui venaient casser les villages où il y avait
Après, ils ont la mémoire un peu courte parce que je les invite à lire mon livre où je Mm. parle des Radhanites, qui sont une corporation juive qui avait le monopole du commerce d'esclavage, des Mm. Slaves, Bien sûr. voilà, et qui ont castré des dizaines de milliers d'enfants, ces juifs Radhanites, pour les vendre dans le D'accord. monde musulman, avec des ateliers de castration. Les Russes ont également la mémoire longue, sans parler de l'hérésie des judaïsants à Novgorod, etc. C'est plus compliqué que ça. C'est pas les pogroms, c'est des gentils petits paysans juifs qui n'ont rien fait, et puis les Cosaques qui viennent les massacrer. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Malheureusement, c'est un drame, mais bah oui, c'est un drame, mais c'est pour ça que parfois il faut savoir oublier et pardonner. tout à fait. Ou peut-être pas oublier, mais en tout cas pardonner Pardonnez. et trouver des moyens de faire autre chose. Là, Mhm. ensemble. Alors, dans ton livre, tu parles aussi de l'évolution récente sociale, économique de la Russie, qui a fait un progrès fulgurant. Euh, j'ai ma fiancée est russe. Elle a à peu près le même âge que toi, un peu plus jeune. Et, euh, et lorsque l'on voit les progrès qui ont été faits depuis la fin des années 90, qui a été une décennie catastrophique, évidemment très dure, on voit que les vieilles générations se rendent compte du progrès social, économique, de niveau de vie, de pouvoir d'achat qui s'est développé. Tu le décris bien dans tes livres. Et puis, je remarque en tout cas la plus jeune génération, les gens nés autour des années 2000, la génération Poutine, je ne sais pas comment ils l'appellent en Russie, Mhm. mais ces gens, eux, sont très patriotes. Et la génération qui est entre les deux, qui ont un peu connu l'Union soviétique comme toi, Mhm. petit, ou en tout cas ma copine, elle, est très critique de Poutine. C'est la seule Russe que je connais, c'est son seul Mhm. défaut. C'est la seule Russe que je connais qui est très critique et de manière peu structurée. Alors, c'est pas parce que c'est une fille, mais je veux dire, elle est capable d'être structurée, mais elle s'est un peu atavique. J'espère qu'elle va pas avoir d'entretien pour toi. Si, mais il n'y a pas de problème. C'est moi qui les gère, les filles. C'est pas elles qui me gèrent. Ok. C'est comme ça que ça doit être. Et bref, comment je lui explique à quel point Poutine a été. Et il a des défauts, et pour moi, il est trop mou. Et enfin bon, si c'était moi, j'aurais déjà eu une guerre nucléaire. Mais enfin bref, euh, comment je lui explique à quel point il a apporté, je plaisante un peu, mais à quel point il a apporté à la Russie de la stabilité, de la croissance économique, et que ce n'est pas un dictateur sanguinaire, enfin bref. Et par ce travers un peu humoristique, si on peut expliquer à ceux qui nous regardent, qui ne connaissent la Russie que par la propagande occidentale, on avait publié un livre de feu mon ami Giulietto Chiesa qui s'appelait Poutine-phobia en italien, mais malheureusement traduit Russophobie 2.0 en français, qui était pas très juste, je Mhm. dis, comme traduction. Et lui me parlait beaucoup parce qu'il avait été correspondant à Moscou, il connaissait Poutine aussi, mais il avait connu surtout, c'était un ami à Gorbatchev. Et c'est une autre génération, c'est la génération de mes parents. Bref, c'est un voisin chez moi en Italie, il est d'Alessandria. Bref, communiste, comme quoi on peut être ami avec des Mhm. communistes. Et bref, il lui faisait l'éloge du calme et de la retenue de la Russie de Poutine dans la géopolitique, tout en faisant aussi l'éloge du développement économique. Donc toi, tu en parles un peu dans ton livre. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à ma copine, à ma fiancée, pour lui dire, mais non, mais il n'est pas si terrible que ça, Poutine, ça va. En fait, je ne peux pas lui expliquer parce qu'au fond, elle sait ce que Poutine a fait de bien pour la Russie et ce qu'il a fait de moins bien. Mais pour comprendre le phénomène de ta copine, il faut revenir à l'imaginaire russe et au niveau du diagramme que j'ai mis à la fin du livre. Alors, je vais le montrer à la caméra. Je ne sais pas si on pourra le voir. Voilà. Mhm. Donc, ce diagramme, en fait, il y a deux axes. Il y a un axe vertical, un axe horizontal. Et autour de ces deux axes gravite l'imaginaire russe durant toute l'histoire. Il y a des cycles dans l'histoire de la Russie. L'axe vertical, en bas, on a le côté slave bordélique. Les Slaves, c'est bordélique. Historiquement, ils n'ont pas eu de tradition étatique. Et la Rousse ne s'est constituée que grâce à l'arrivée des Slaves de l'Ouest. Les C'est Slaves pour ça que je abodrites. m'entends bien avec eux, parce que Voilà, italien d'origine, exactement. je suis bordélique aussi. Donc il a fallu que les Slaves de l'Ouest, qui ont été au contact des Carolingiens et qui ont appris la tradition étatique des Germains, émigrent vers l'Est pour apporter la tradition étatique. Et puis l'autre extrême de l'axe, c'est le côté mongol, tyrannique, vertical, cruel, etc. Et donc on a les deux extrêmes, le bordel et Ivan le Terrible et Staline, tu vois.
Et au fait, ça aussi, durant l'histoire de la Russie, entre les deux. Donc, au fait, quand les Russes atteignent l'extrême de la tyrannie, ils commencent à désirer la liberté, l'autonomie, le fait de respirer, la créativité, l'imagination, et ils foutent en l'air le pays. Et ça donne le temps des troubles. Donc, le temps des troubles, la Russie en a connu beaucoup. Le dernier, ça a été l'époque Yeltsin. On a saccagé l'État, la tradition étatique, la verticalité du pouvoir. Mais quand on atteint le bordel slave, en fait, on commence à désirer la tyrannie parce qu'elle rétablit l'ordre, l'État, la sécurité. Et donc, on se dirige à nouveau vers la tyrannie. Mais une fois qu'on a atteint la tyrannie, ben, on a encore soif de bordel et on descend vers le bordel. Et donc, l'histoire de la Russie aussi entre les deux. Au niveau horizontal, on a le tropisme oriental, c'est le côté byzantin, orthodoxe, et on a le tropisme occidental, modernisation, etc. Et donc, des fois, on va vers l'Orient, des fois, on va vers l'Occident. Et au fait, ça nous donne quatre cases, si on prend le diagramme. Et donc, on peut avoir le côté occidental autoritaire, ça donne Pierre Ier, Pierre le Grand. On peut avoir le côté autoritaire byzantin, ça donne Ivan IV, donc l'orthodoxie tyrannique, et on a les autres extrêmes. Donc, ta copine, au fait, elle a en elle un désir de, non pas de tyrannie, mais de verticalité de pouvoir, mais en même temps, elle a en elle un désir de liberté, de bordel, etc. Et donc, Poutine, il n'est pas bien parce qu'il ne permet pas le bordel, la liberté, le libéralisme, etc. Mais en même temps, si la Russie est aujourd'hui dirigée par Yeltsin, elle te dirait Poutine est génial, et on veut le retour de Poutine. C'est ça le paradoxe de l'âme russe. C'est Mm. qu'elle n'est jamais contente. Dans la tyrannie, elle veut la liberté, dans la liberté, elle veut la tyrannie. Et donc ça donne cette dynamique cyclique dans l'histoire de la Russie. Et C'est pareil très, entre l'orthodoxie et l'Occident. c'est très féminin, en fait. Il y a une dimension féminine dans l'âme russe, d'ailleurs même dans l'âme chinoise, mais de manière différente. Oui, il y a ce côté féminin au niveau du peuple russe, au niveau de l'État. Au niveau de l'État, c'est Oui, très oui. paternel. Ça Oui, plaisante oui, pas. non, c'est Tout vrai. à fait. Alors, je rappelle à ceux qui nous regardent que tu as écrit ce livre qu'il faut lire, hein. Il est extraordinaire. Comprendre la Russie, il est aux éditions Contre-Culture, donc je mets le lien ci-dessous. Et nous allons passer à une deuxième partie de l'entretien qui, lui, se retrouve sur mon Patreon. Donc, je vous retrouve sur Patreon où nous allons parler un petit peu de, surtout de tes analyses. Alors, on va quitter la Russie pour prendre une vision globale, pour voir un peu ce que tu penses de 2026, des acteurs majeurs aujourd'hui. L'année a commencé, nous enregistrons en janvier, l'année a commencé très, très fort et nous allons nous retrouver. Et peut-être peux-tu nous rappeler où on peut, tu as une chaîne YouTube qui est extraordinaire avec des Mhm. analyses et des entretiens vraiment qui valent le détour. Peux-tu nous la rappeler? ODC, ODC TV. D'accord, je mettrai le lien également Merci. ci-dessous. À tout de suite sur Patreon et merci encore pour cet entretien. Avec plaisir.